Aujourd'hui, dans la série des petits génies, nous allons vous parler du journalisme. Robert est un reporter. Aujourd'hui, il va nous expliquer un petit peu en quoi consiste son métier. Robert est d'ailleurs le plus célèbre de tous les reporters. Son vrai nom, c'est Robert Capa. Robert Capa était donc un journaliste américain qui travaillait pour le magazine Life. Il a été envoyé en Europe lors du débarquement de Normandie avec les troupes américaines. C'est l'un des seuls à être présent sur les lieux ce jour-là. Et il a pris 11 clichés qu'on appelle les Magnificent 11, qui sont désormais célèbres. Ces clichés, en fait, ils ont été publiés dans le magazine Life 11 jours après le débarquement. Donc on voit qu'à cette époque-là déjà, le métier de reporter, c'était pas évident. Il est parti avec les soldats, il a envoyé ses clichés aux États-Unis et seulement 10 jours après, le monde a pu être informé du débarquement en Normandie et donc de l'arrivée des Alliés sur le territoire européen. Aujourd'hui, l'information a changé. Aujourd'hui, on a la chance d'être informé. Il y a des tas de moyens, de tas de médias différents pour se tenir au courant de l'actualité et des choses qui se passent dans le monde. Donc ça peut être par le biais des journaux, des radios, de la télévision, des infos d'actualité, également par Internet, le web, et puis toutes les alertes, les push-ups, les applications qui existent désormais sur les téléphones portables ou les tablettes. L'une des grandes révolutions, ça a été également Twitter qui nous permet de suivre l'information quasiment en instantané. Donc aujourd'hui, on n'est plus à l'époque de Robert Capa. L'information, c'est vraiment devenu quelque chose qui fait partie de notre vie quotidienne. Néanmoins, ça n'est pas le cas dans tous les endroits du monde. En effet, l'association Reporters sans frontières fait de nombreuses campagnes pour expliquer que des journalistes sont tués, sont censurés dans certains pays. Plus de 850 journalistes ont été tués dans le monde depuis 15 ans. C'est-à-dire que ça reste un métier à risque quand on va dans certains pays ou dans certaines zones comme les zones de guerre. Certains pays également censurent les messageries instantanées, comme les Twitter, les choses comme ça. Donc on ne peut pas avoir d'informations en direct. Chaque année, donc, l'association Reporters sans frontières publie un état des lieux de la liberté de la presse dans le monde. Donc on voit que la France, les États-Unis, la majorité des pays européens, le Canada, l'Australie sont des endroits où la situation est bonne, plutôt bonne, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de censure. Par contre, il existe encore des places dans le monde comme Cuba, la Chine, l'Iran, les pays qui appartiennent au bord de la Russie, l'Arabie Saoudite, le Soudan, la Somalie, où là on a des situations très graves, c'est-à-dire que la liberté de la presse peut être attaquée et peut être même complètement censurée. C'est-à-dire que c'est l'État qui contrôle la parole des journalistes, donc en fait on ne peut pas dire des choses qui déplaisent aux dirigeants. Quand on regarde le classement qui recoupe les trous noirs du web, c'est-à-dire les endroits où justement les Twitter, les messageries instantanées, les blogs sont censurés, on peut voir qu'on retombe sur les mêmes zones. Donc les zones du bas de la Russie, la Chine, les pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc en fait on arrive vraiment à une situation, Cuba également, on arrive à une situation problématique parce qu'on voit bien que tous les moyens de communication sont coupés. Le métier de journaliste est donc un métier qui n'est pas toujours évident à faire dans certaines régions du monde. En dehors de ça, Robert doit respecter certaines règles en tant que reporter. C'est ce qu'on appelle la déontologie du journalisme. Par exemple, il doit s'engager à respecter la vie privée, ce qui n'est pas toujours le cas, à vérifier ses sources pour donner des informations fiables, à faire un certain nombre de choses pour respecter la morale et la validité de l'information. Mais en effet, il peut y avoir parfois certaines dérives. Par exemple, dans certains cas, les journalistes peuvent subir une pression économique ou culturelle. C'est-à-dire que selon l'organe de presse où l'on travaille, selon la ligne éditoriale, c'est-à-dire le choix qu'on a, donc ça peut être des choix politiques, ça peut être des choix qui dépendent des gens économiques, c'est-à-dire qui dépendent des gens qui ont acheté les journaux, on ne va pas dire les mêmes choses. Un événement qui parle de la guerre dans un pays, il ne va pas être traité de la même façon dans un journal français, dans un journal américain ou dans un journal de ce pays-là. Et également, des fois, en fait, on va avoir des choses qui sont pour l'intérêt de l'État. C'est-à-dire que, par exemple, là, on a la une du Monde
pendant les événements de Tchernobyl en 1986, on a parlé de la désinformation nucléaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas donné dans la presse tous les détails parce qu'on avait peur de mouvements de panique, parce qu'on ne voulait pas affoler les gens, etc. Donc des fois, en fait, il y a des contraintes extérieures qui font que les journalistes sont obligés un petit peu d'arranger l'information. Une autre contrainte qui peut peser sur le reporter, c'est le besoin du scoop, c'est-à-dire on veut une information clé qui va faire vendre. Donc par exemple, on va lancer des rumeurs qui ne respectent pas la vie privée des gens, comme celle qui avait été faite sur Obama et Beyoncé. Bon, au départ, c'était un paparazzi qui avait pris une photo, qui avait lancé la rumeur, mais le problème, c'est que cette rumeur avait été reprise dans tous les journaux mondiaux. Donc en fait, ce besoin de faire vendre de l'information, on est prêt, certains journalistes ne respectent pas la déontologie et sont donc prêts à lancer des fausses rumeurs pour justement faire vendre avec ce scoop. Parfois, le métier de journaliste est soumis à des contraintes qui ne sont pas de la mauvaise foi. C'est-à-dire que, par exemple, on va parler des images. Quand on prend une photo dans un journal, une photo est toujours subjective. Là, en fait, on a la photo qui a été mise sur TF1 au journal. Et en fait, voilà la photo prise d'un autre angle. C'est-à-dire que là, on a l'impression qu'il y a des milliers de manifestants. Et en fait, c'est juste un petit parterre avec des gens qui continuent leur vie autour, quelques photographes. Et voilà. Donc en fait, c'est vrai que la manipulation des images, le fait de la prendre en face, de ne pas la prendre en contre-plongée, etc., c'est quelque chose qui change un peu l'information. On ne va pas avoir la même impression. À un autre niveau, certains journalistes ne font pas preuve du tout de déontologie en publiant des photos truquées. Donc maintenant, avec Photoshop, on a plein de techniques nouvelles. Cette image, par exemple, avait été prise lors d'un congrès de scientologie à Los Angeles dans les années 90. Et en fait, pour faire croire qu'il y avait beaucoup de gens, on avait dupliqué les personnages pour remplir les gradins, pour montrer que justement cet événement avait eu du succès, etc. Alors qu'en fait la salle n'était pas aussi remplie que sur cette photo. Donc là on a vraiment quelque chose qui relève de l'idée du trucage et on va faire passer des fausses informations par ce biais-là. La manipulation des images est certes plus efficace aujourd'hui. Néanmoins, en 1865, on voit cette photo qui rassemble les généraux de la guerre civile, donc en fait où il y a toutes les grandes figures qui ont participé à la guerre civile. Et en fait, la version originale de cette photo, elle est ici. Il manquait un général qui a été rajouté par trucage photographique. Cette photo a été manipulée. Pourquoi ? Dans le but justement de montrer tous les héros et de ne pas laisser de côté quelqu'un. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? En tout cas, au niveau de la déontologie journalistique, c'est un peu une erreur. La manipulation des images peut également être faite pour manipuler l'opinion. Par exemple, sur cette image qui a été reprise dans beaucoup de journaux du monde entier en 2008, on voit une base d'essai de lancement de missiles en Iran. Et en fait, il y avait un missile qui n'était pas parti, mais pour renforcer l'effet dramatique et apocalyptique, en fait, on a truqué et on a fait comme si les 4 missiles avaient décollé, alors qu'il y en avait un qui n'avait pas marché. Pourquoi on fait ça ? Pour montrer, pour accentuer le côté néfaste, la force de frappe de l'Iran, etc. Et donc, à travers cette image, juste le fait de rajouter un missile supplémentaire, ça change complètement l'image qu'on peut avoir de la force armée de l'Iran. Aujourd'hui, Robert est épaté par ce qu'on peut faire en tant que reporter. L'accès à l'information, il est devenu facile et gratuit. Tout le monde a des informations sur le monde entier, par Internet, la communication instantanée, les journaux gratuits. Donc, chacun peut s'improviser reporter, mais ça pose d'autres problèmes. Par contre, l'information, ça demeure vraiment une richesse. C'est une liberté de se tenir au courant de tout ça, et il faut également pouvoir opérer un retour critique. C'est pas parce qu'on nous donne des informations à la télé ou sur Internet qu'elles sont forcément validées ou vraies. Donc il faut être capable en fait de faire la différence entre cette facilité, cet accès à l'information mondiale et puis le fait d'être capable de revenir dessus et de garder à l'esprit que c'est très très important de se tenir informé. On revient à cette idée en fait de confronter différentes sources
pour une même information pour être sûr de la validité de cette information. À votre tour, cette photo a été publiée donc dans de nombreux journaux dans la presse du monde entier. Qu'est-ce que vous pourriez dire de cette photo ? Voilà, j'espère que maintenant vous avez une bonne idée du métier de journaliste. Je vous remercie de nous avoir écoutés et je vous souhaite une bonne semaine de la presse.